Voilà donc pour l'essentiel de l'info. Le 11-13, vous le savez, c'est aussi du débat et de l'analyse. Et on y vient justement avec une question. En France, faut-il sacrifier notre modèle social sur l'autel de l'effort de guerre? Depuis qu'Emmanuel Macron a parlé d'efforts à fournir pour plus d'investissements dans la défense, chacun y va de son idée pour mettre en place un financement avec une crainte à gauche que cette économie de guerre se fasse au détriment du travail, mais aussi des travailleurs. Alors, où trouver l'argent? Le Premier ministre s'est donné jusqu'à 2 mois pour trancher. Nous, on va en parler avec nos invités et nos experts que je vous présente. Michel Rumi est avec nous. Bonjour. Bonjour et bienvenue, économiste et professeur à Sciences Po. À vos côtés, Frédéric Souillot, bienvenue à vous. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière. Et puis, on est également avec Clémence Delabaume. Bonjour Clémence. Bonjour. Notre journaliste spécialiste des questions économiques. Et Daï Cauduit, notre éditorialiste politique. Bonjour Daï. Bonjour tout le monde. Daïk, investir donc dans la défense, sans impôts supplémentaires, mais avec des réformes, ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron la semaine dernière. Les Français qui vont devoir coûte que coûte mettre la main à la poche? Oui, alors à quel prix pour obtenir ce 5% du PIB a priori qui est l'effort demandé pour réarmer la France face au contexte géopolitique et aux menaces russes? Donc plusieurs pistes, celle du financement via des emprunts nationaux, celle d'un fléchage du livret A, ou celle peut-être d'une refonte du modèle social, en sachant qu'il y a peut-être une rencontre en ce moment, enfin une période de rencontre, le fameux conclave sur la réforme des retraites qui a été initiée. Après tout, est-ce que allonger la durée du travail, ça serait une façon de répondre à cette obligation, en tout cas à cet objectif de réarmement proposé par Emmanuel Macron? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, dans l'air du temps, donc livret A, tout ça. Et puis, on parle beaucoup du conclave parce que c'est ça qui est déjà en route. Mais est-ce que c'est l'objectif vraiment du conclave d'essayer d'aboutir à une réforme ou à un changement du système des retraites qui puisse répondre à la demande de réarmement, alors que d'autre part, il y a déjà un problème d'équilibre du système en lui-même? C'est toute la question, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la pression s'exerce sur ce fameux conclave parce que c'est la réponse immédiate à cette question. Alors, ces pistes dans l'air du temps, comme vous dites, on va les détailler et revenir petit à petit. On va évidemment parler de la question des retraites, puisque c'est aussi ce qui crée le plus la polémique ces derniers jours. Juste pour que vous sachiez ce qu'a dit un proche d'Emmanuel Macron, qui est aussi le président du Conseil d'orientation des retraites, Gilbert Sette. Regardez, ça va s'afficher. L'entrée progressive dans une économie de guerre, dit-il, rendra secondaire, sinon dérisoire, les débats actuels sur l'âge légal à 64 ans. Frédéric Souillot, FO est sorti, je crois, de ce conclave des retraites. Vous croyez bien? Bon, c'est très bien, vous me confirmez ça. Quel regard vous portez justement sur les retraites qui pourraient peut-être aider dans l'effort de guerre et de défense? Moi, j'ai fait un communiqué de presse la semaine dernière redisant, comme l'avait dit un de mes pères, Léon Jouot, pain, paix, liberté. On ne faut pas mélanger des choux et des carottes. Le pourcentage de notre protection sociale dans le produit intérieur brut et le pourcentage du budget de la défense, ça n'a rien à voir. Effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir 33% du tout. pour la dépense sociale, il faut quand même le rappeler, et 2% pour la défense. Et alors, c'est un choix de société, la protection sociale collective. C'est ce que la France a mis. C'est ce qu'on a appelé les dividendes de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces dividendes, Conseil national de la résistance, et on a mis en place notre protection sociale collective. Aujourd'hui, conclave, si avant il y avait déjà peu de chances qu'on revienne à la retraite à 62 ans, aujourd'hui, il y a de moins en moins de chances. Alors, sur les pistes livret A, je rappelle que le livret A, aujourd'hui, il est fléché simplement logements sociaux. Ouais. Frédéric Souillot, si vous le voulez bien, et pour qu'on prenne bien les choses une à une pour que tout le monde puisse comprendre, on va revenir sur le livret A dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on se concentre quelques minutes encore sur la question des retraites. Vous évoquiez la différence justement de pourcentage de PIB, et Clémence nous disait effectivement, ça n'a rien à voir entre la protection sociale et la question de la défense. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les retraites? Est-ce que, d'un point de vue purement économique, c'est intéressant de penser à cela sur la défense, là, oui, purement de l'économie? C'est intéressant, arithmétiquement parlant, d'aller regarder vers le magot des retraites, parce que, comme on le disait, le budget de la défense, ça représente 2% du produit intérieur brut aujourd'hui, un peu plus de 2%, alors que les retraites, vous le voyez, c'est 14% du produit intérieur brut. Donc on se dit effectivement, peut-être qu'il y a de l'argent à aller récupérer du côté des retraites. En même temps,
Ce qu'a dit Sébastien Lecornu, qui est ministre des Armées et auquel on ne peut être que sensible, c'est que c'est difficile d'opposer financement de la défense et financement du modèle social. Parce que quand vous financez la défense, vous contribuez à rendre l'industrie de la défense plus prospère. Et une industrie plus prospère, c'est plus d'emplois et donc plus de cotisations sociales, globalement plus de rentrées d'argent dans les caisses de l'État qui permettent justement de financer ce modèle social. Donc, ça me paraît difficile d'opposer les deux. Michel Rumi, quel regard vous portez, vous, sur cette question? Est-ce que, selon vous, économiquement, il faudrait effectivement se pencher sur la question des retraites en lien avec la défense? Il y a deux aspects. À mon sens, c'est à supposer qu'on enlève un point sur les retraites. Pourquoi pas dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on enlève. Et puis progressivement, on détruit progressivement le pouvoir d'achat des retraités. À un moment donné, c'est pas tant le pourcentage, c'est jusqu'où on va s'arrêter. On regarde la TVA, on peut la faire fluctuer. Mais c'est l'existence de la TVA qui convient de poser. Donc le fait de dire qu'on va réduire, il faudrait s'engager, on va dire, d'une certaine manière constitutionnellement, et ça c'est un bien grand mot, pour dire on fait temporaire, on n'arrête plus. Si on ne le met pas, on peut demain dire on a pris 1%, demain ça va être 2%. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose qui peut se poser la question, c'est aussi, à la limite, pourquoi enlever les retraites et pas finalement faciliter la hausse du taux d'emploi, qui est en fait la part des personnes en âge de travailler, qui veut dire qu'on allonge certes peut-être les seniors à travailler plus, mais surtout aussi les jeunes et aussi les personnes les moins qualifiées, insertion autant que les hommes et les femmes. Donc là aussi, il y a des pistes et pas forcément penser opposer retraite versus défense au sens large. Vous êtes d'accord là-dessus? Je vous vois hocher la tête, Frédéric. Mais parce que c'est ce que je disais avant de sortir du conclave. Ce qu'on doit augmenter aujourd'hui, c'est le taux d'emploi, notamment celui des 55-64 ans. Et puis, alors c'est les normes INSEE, hein, le taux d'emploi des 15-24 ans est de 35,2%. Alors il y a les études, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi 1 500 000 NEET qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. Sauf qu'une façon d'augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est de justement repousser l'âge légal de départ à la retraite. Toutes les études, Le Monde, je parle sous votre... Non, je suis pas d'accord avec vous. 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Et on n'est pas encore à 64 ans. C'est-à-dire que vous perdez votre emploi à 55 ou 56 ans, et le cercle des économistes français expliquait que si on l'augmentait seulement de 10 points, c'est 30 milliards dans les caisses en 2030. Il faut juste rappeler ce qu'est ce conclave. C'est avant tout un objet politique. Oui. C'est le deal entre François Bayrou et le Parti socialiste pour obtenir une non-censure sur le débat budgétaire. Ce qu'il a obtenu, c'était la première condition. Après, il y avait des équilibres dans le budget, mais la première condition, c'était de revenir sur une discussion sur cette réforme. Les syndicats, le gouvernement, c'est dur de faire des aménagements à la marge. Pour les syndicats, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore. Et donc, comment mêle-t-on ce débat-là à un débat sur le réarmement versus le modèle social? Il y a des arguments de bonne foi, en disant qu'il faut tout repenser peut-être, et puis il y a des arguments de mauvaise foi, qui considèrent qu'il faut revenir sur les arbitrages budgétaires comme sur la réforme, l'arbitrage politique qui a été fait, en disant, avec l'argument de dire qu'il faut réarmer la France, et donc il faut aller plus loin dans l'âge légal de départ ou dans la durée de cotisation. Mais c'est de faire le match retour, entre guillemets, ça c'est plutôt de mauvaise foi. En revanche, il faut peut-être débattre de l'ensemble du système social par rapport à cette menace-là, mais ce n'est pas dans le cadre d'un conclave comme ça, ça peut être dans le cadre d'une discussion plus globale, ou comme le fait d'un point de vue politique, alors pas avec les partenaires sociaux, Mme Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui ouvre la voie, par exemple, à un budget rectificatif, un projet de loi là-dessus, avec un débat à l'Assemblée où on peut dire on peut revenir sur les équilibres budgétaires. Mais penser le système des retraites par rapport aux besoins de défense et de réarmement, ça n'a pas de sens économique, et c'est quand même un argument de mauvaise foi de mêler cela à la discussion sur le système des retraites, qui quand même doit être à l'équilibre. Et déjà, rien que pour trouver l'équilibre, il y a assez de débats politiques considérables d'un point de vue de l'opinion publique. On doit faire la moue, Michel Rumi. Non, il y a un paramètre qui n'est pas mis en exergue, c'est que on va dire le développement de l'économie de défense nécessite un plan à moyen terme. Et là, on est en train de négocier. Il y a une stratégie à mettre en place. Donc, un plan on va dire un nouveau plan de développement de l'économie de la défense. Le problème, c'est qu'on va être bloqué par les élections présidentielles de 2027. Donc, ça pose un problème de cette nature. La question qui va se poser maintenant, c'est certes, aujourd'hui, on va dire, on va raboter un peu les retraites. Ça va être du court terme. La question, c'est que
On va peut-être arriver à 2026, mais 2027, 28, 29, 30, etc., va nécessiter d'une stratégie. Et là, on ne la voit pas. En fait, c'est ça qui, moi, me gêne quelque part. Alors, cette stratégie, ce plan d'action, il sera présenté dans quelques jours, le 20 mars, par Éric Lombard. On en saura plus à ce moment-là, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux, on va dire. Oui, mais la question, c'est bien de le présenter, mais est-ce que ça tient compte, comme a dit Daïc, de l'ensemble de toutes les parties à prendre, on va dire. Frédéric Souillot. Comment est-ce qu'on se projette ? L'État aujourd'hui, et c'est comme ça depuis le quinquennat, on est en élection permanente et on ne prend plus des décisions sur le long terme, notamment sur la défense. Quand on parle, non, on n'en a pas pris de... La progression de loi militaire, c'était sur le long terme, simplement c'est bousculé par la menace russe. Oui, mais enfin, la loi de programmation, elle était sur le long terme, mais on n'en a plus eu pendant 20 ans. Et on n'arrive plus à se projeter. Et d'ailleurs, le Conseil d'État auditionne pour savoir comment est-ce qu'on projette la République dans l'avenir. Et la République, c'est toute la République. Ce qui est certain sur ces lois de programmation militaire, c'est qu'il y a eu une prise de conscience avec la guerre en Ukraine, qu'effectivement, et donc il y a déjà maintenant 3 ans depuis le début de cette guerre, qu'il fallait revoir les choses et repenser les choses à long terme. C'est ce que vous dites. Sur la question des retraites, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, vous nous dites, c'est niette, on ne touche pas aux retraites pour financer la défense. Ben oui. Mais... si on doit réfléchir protection sociale collective, et vous l'avez dit, là, on doit pouvoir se projeter. Et c'est pas en 2 mois dans un conclave, alors fermé ou je sais pas quoi, avec des délégations paritaires permanentes auprès du gouvernement qu'on va sortir des choses. Et en même temps, j'aimerais qu'on regarde un sondage qui a fait parler les Français sur sa question des retraites et du financement de la défense. Il est paru hier dans la Tribune dimanche. Parmi les questions posées, il y avait: si la France décidait d'augmenter son budget de défense, que pensez-vous d'augmenter le temps de travail? Et vous voyez ici qu'on a une parfaite égalité dans ce sondage, 50-50. 50% des Français qui sont complètement opposés à cela et 50% des Français qui n'y sont pas opposés. Ça fait quand même réfléchir quand on se rappelle la réforme des retraites où là il y avait une opposition franche au recul de l'âge légal. Là, on a l'impression que les choses changent vu le contexte, Daïc. Oui, mais après, ça sera toujours qui va fournir les efforts. Oui. C'est soit les retraités, soit les travailleurs. Parce que là, c'est augmenter le temps de travail. Ouais. Donc on n'est pas simplement sur la question des retraites. On est sur la question éventuellement des 35 heures. On a la question, et c'est l'une des pistes qui est avancée notamment par le patronat, en tout cas par la CPME, c'est de réduire le temps de vacances, de rajouter 3 jours un petit peu travaillés. C'est le volume. Travailler En fait, une heure de on plus travaille par le volume. semaine. Voilà, en volume, voilà. Enfin, d'augmenter le temps de travail pour financer, donc c'est pas que les retraites. Et donc, évidemment, ça va concerner les gens, les opinions vont peut-être différer en fonction, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un retournement de l'opinion, mais il y a une sensibilisation de l'opinion par rapport à cette question géopolitique qui amène des jugements un peu différents peut-être qu'il y a 2 ans au moment du débat sur la réforme, ou d'il y a 25 ans sur le débat sur les 35 heures et le temps de travail. Pour notre discussion, on va continuer en écoutant aussi Marie-Lise Léon, qui est donc la secrétaire générale de la CFDT, qui, elle, n'est pas pour toucher aux retraites dans le contexte actuel. Par contre, elle a évoqué les impôts. Regardez. C'est un appel à la responsabilité. Et ce que je retiens, c'est surtout que dans la période, il va falloir que chacun et chacune laisse tomber un peu les dogmes qu'on peut avoir. Vous pensez à quoi? Et je pense notamment à la fin de la phrase du président de la République qui disait sans hausse d'impôts, il va falloir travailler sur un nouveau modèle de développement. Le pacte social doit aussi être revu. Sans hausse d'impôts, ça ne va pas être possible. Sans hausse d'impôts, ça ne va pas être possible, dit-elle. Ça rappelle aussi un petit peu ce que la gauche est en train d'essayer de mettre en place, à savoir des impôts pour les plus riches qui pourraient financer ces investissements de défense. Michel Rumi, toucher aux impôts ou ne pas toucher aux impôts? Que dit l'économiste que vous êtes? J'irai plus large, je dirais que l'investissement dans nos forces armées n'est pas la raison majeure de la rigueur qui nous attend. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il convient de remettre de l'ordre dans les finances publiques, et donc tout est bon. Et donc, je dirais, la raison militaire au sens large est la raison pour laquelle on pourrait remettre de l'ordre. Et on va saisir toutes les occasions. La question, moi, qui me gêne quelque part, c'est dès qu'on a besoin d'argent, on tape les riches, d'une certaine manière. Enfin, on tente, mais on ne les tape pas toujours concrètement. Pardon? On tente, oui. à gauche, mais c'est pas pour ça que ça se concrétise, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Non, mais après, ce qu'il faut voir, c'est toujours la problématique. C'est est-ce que ça devient un impôt ou une contribution? Dans le sens où c'est une contribution, j'y suis tout à fait favorable, dans la mesure où tout le monde doit faire l'effort.
La question, c'est que si on alourdit les taxes, à un moment donné, il faut bien vous rendre compte que les chefs d'entreprise font des investissements. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, quand vous faites un investissement, il y a le facteur fiscalité qui va jouer, et vous dites finalement... si c'est plus intéressant ou pas, en fait. Voilà. Et ça peut tendre. Donc, la question qui va se poser, c'est plutôt de faire de la pédagogie en disant, on est dans une passe difficile, et qu'il convient que toutes les parties prenantes, aussi bien les retraités, on va dire, les plus aisés, on va dire ça, les plus fortunés, que les personnes riches, et que tout le monde doit aussi restreindre aussi peut-être ses attentes. Là aussi, ça peut aussi jouer. Clémence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un taux de prélèvement obligatoire en France, on a le plus important de la zone euro. Oui. On est aujourd'hui à près de 50% du produit intérieur brut, 48%, et c'est plus de 6 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc, je vous rejoins quand vous évoquez finalement le problème de compétitivité des entreprises françaises par rapport à nos voisins européens. Après, ce que peut faire l'exécutif, c'est toucher aux impôts sans avoir l'air d'y penser. D'y toucher, pardon. Si vous touchez à une niche fiscale, vous réduisez la dépense fiscale, mais en même temps, vous augmentez les impôts pour ceux qui bénéficiaient de cette niche fiscale. Donc, il y a des... Oui. Il y a des astuces. C'est un nom qui ne se porte pas, qui ne porte pas. Oui, non, mais voilà, pour respecter leur ligne rouge, qui est de ne pas augmenter les impôts. Voilà. Frédéric Souillot, d'Aéconomie ensuite. Alors, je ne sais pas si c'est une ligne rouge, mais c'est devenu un tabou de parler des impôts et de l'imposition. Nous, on est pour l'impôt progressif depuis toujours. Et puis, vous parlez des entreprises qui investissent. On atteint encore une fois un record en 2024, 100 milliards de dividendes. Je ne parle pas de bénéfices. 100 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Donc, nos entreprises vont pas si mal et ces dividendes, il n'y a pas d'impôt dessus. Mais on est d'accord qu'il faut bien trouver de l'argent pour financer un effort de guerre, ou vous dites aujourd'hui il n'y a pas besoin d'efforts de défense et d'efforts de guerre? Non, mais ce que je dis, oui, les impôts. Il faut qu'on arrête avec ce dogme ou ce tabou sur les impôts. Reparlons de l'impôt progressif et contribution. Quel que soit le mot qu'on y met, en fait, c'est ça que vous dites. Peu importe, après ce sera de la sémantique. Mais il y a 100 milliards de dividendes et toutes les années, on atteint un plafond depuis le confinement. Ça augmente les dividendes. Mais tout le monde n'est pas coté au CAC 40. Oui, peut-être. Oui, mais ces 100 milliards-là, Oui, non. si vous prenez 10% d'impôts dessus, je ne parle que de 10, vous avez rentré 10 milliards. Et il vous en manque plus que 40. C'est ce qu'on a fait dans le budget, là. La surtaxe d'impôt sur les sociétés, c'est une façon de taxer plus, c'est très grand. Et temporaire, je crois, en plus. 1,2 milliard. La question politique, c'est qu'il y a un décalage de temporalité entre l'effort qu'il faut faire de réarmement, c'est maintenant pour mettre en place les chaînes de production pour que ça soit efficace dans quelques années, mais le financement, ça peut être tranché que par un débat politique majeur d'ampleur, qui est une élection présidentielle. Plus de fiscalité, est-ce qu'on change le modèle social, est-ce qu'on travaille plus, est-ce qu'on décale l'âge de départ à la retraite? Tout ça, ça peut pas être fait par des coups de rabot sur des budgets cette année, l'année prochaine, avec des arbitrages politiques dans le cadre d'une non-majorité à l'Assemblée nationale qui sont très compliqués et qui n'ont pas une ampleur majeure. Il faut que ça soit tranché par le débat présidentiel, d'une campagne présidentielle en 2027. Mais on ne peut pas attendre ce débat-là pour engager le réarmement. En revanche, il faut peut-être attendre pour le financement de ce réarmement. C'est ça la difficulté politique qu'il y a aujourd'hui. En tout cas, même si Emmanuel Macron tente, on l'a vu, en évoquant la gravité de la situation, d'obtenir quand même une forme d'assentiment et d'union nationale autour de cet effort de réarmement ou d'effort de guerre. Parce qu'il n'emploie pas toujours le terme économie de guerre, ça dépend des jours, parce que ça peut faire peur ou pas, qui n'est pas une unanimité pour l'instant, mais qui est quand même un consensus politique qui est quand même majoritaire et qui ne correspond pas aux équilibres qu'il y a à l'Assemblée nationale. Ça, c'est sur les discours. Mais après, sur les financements, c'est là où les partis politiques, même qui soutiennent l'effort de guerre face à l'Ukraine, sont confrontés à la réalité. Et qui fait l'effort? Et ça peut être tranché quand même que par un vrai débat politique majeur qui est 2027. Ce que vous dites en lien avec le sondage dont on parlait tout à l'heure, on va regarder une autre question qui a aussi été posée aux Français qui ont été sondés, toujours sur comment financer cet effort de défense et cet effort de guerre. Que pensez-vous de faire des économies sur d'autres dépenses comme l'éducation, l'environnement ou encore la santé, etc. C'est une des questions qui était posée. 51% disent oui. Certains sont oui, il le faut, et d'autres sont plutôt sur oui parce que la situation est exceptionnelle et c'est dans le contexte. Donc ça, c'est les 51%. Et 49%, ils sont opposés. Là encore, on n'a pas une réponse tranchée que d'un côté ou de l'autre, Michel Rumi. La question est mal posée. Parce qu'on présente ceci comme des coûts. L'éducation, c'est l'investissement.
La santé, c'est l'investissement. À quoi ça sert? On va dire de façon simple, si on raboyote sur la santé, à avoir des salariés malades. On n'a pas, en termes de productivité, on n'est pas au maximum. L'investissement, c'est pareil. L'éducation. Donc, si l'on dit, est-ce que vous êtes prêt à peut-être rabioter, mais demain, vous n'aurez pas forcément votre retour sur investissement, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est pas en termes de coûts qu'il faut présenter ou en termes de dépenses, mais en termes d'investissement. Et c'est ça qui est important de le saisir et de faire. C'est là aussi, il y a de la pédagogie à bien savoir, c'est quoi un investissement? C'est un coût immédiat avec un retour futur, peut-être aléatoire, mais il y a un retour. Et donc, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, qui avait envisagé, qui a 10 ans on parlait de data scientist, et maintenant on parle d'intelligence artificielle, et dans 10 ans, même pas, on aura autre chose. Donc, il faut investir systématiquement, et c'est ça la grande difficulté. Frédéric Souillot. Alors oui, la question, je suis d'accord, elle n'est pas bien posée. L'école, on en a tous besoin. Et il ne va pas y avoir de génération spontanée d'ingénieurs dans les missiles et sur le reste. Si on arrête l'école et la recherche, c'est comme quand pendant des années, on a mis la politique de santé que sous le modèle économique. Moins de médecins, moins de prescriptions, moins de dépenses. Pas moins de malades à la fin. Mais on a fait ça pendant 20 ans et aujourd'hui, on voit l'état de nos hôpitaux, notre fonction publique hospitalière et tout cela. Donc, ça ne peut pas être un coût. C'est comme les services publics. En cas de crise, c'est toujours high level, tout est bien. Et dès que la crise est terminée, c'est devenu un coût. Non, ce sont des investissements et c'est ça la République. Bon, on voit qu'il y a une difficulté à savoir où on va trouver cet argent, puisqu'évidemment, à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients ou des coûts importants. La priorité budgétaire va à la défense sans rien abandonner du modèle social français. Si on résume aujourd'hui la pensée du gouvernement, en tout cas sur ce qui a été dit, est-ce que l'argent n'est pas à trouver, Clémence, du côté de l'épargne des Français? On en parlait un petit peu tout à l'heure, on va s'y poser maintenant. L'épargne des Français, est-ce que ça a du sens? Alors effectivement, ça a du sens puisque il y a un taux d'épargne en France qui est extrêmement élevé, supérieur à 18% du revenu disponible, si bien qu'aujourd'hui, le bas de laine des Français dépasse les 6 000 milliards d'euros si on prend en compte à la fois le livret A, le livret de développement durable, les assurances vie, la bourse, etc. Donc effectivement, là encore, ça a du sens de se tourner vers l'épargne des Français. Après, il y a deux solutions. Soit vous créez un livret épargne spécifique, et c'est ce que souhaite Emmanuel Macron, spécifique pour financer l'industrie de la défense. Soit vous utilisez les fonds d'un livret existant. Par exemple, celui du livret A, c'est ce que souhaite le député Horizon Christophe Plassard, c'est d'orienter une partie des fonds du livret A vers la défense. Aujourd'hui, vous avez 60%, donc l'immense majorité des fonds du livret A, qui permettent de financer le logement social. Les 40% restants, c'est géré par les banques et ça permet de financer les PME de l'économie sociale et solidaire et la transition écologique. Donc ça voudrait dire enlever une partie de ça pour le remettre sur la défense. Absolument, voilà. Pour financer notamment les PME de la défense qui ont besoin d'argent pour se développer. Frédéric Souillot, puisque tout à l'heure vous aviez commencé à nous parler du livret A et je vous ai coupé, c'est quoi votre position là-dessus? Est-ce que l'épargne des Français, effectivement, ça pourrait être une bonne piste pour financer la défense et à quelles conditions d'après vous? Alors, le livret A, il est connu, reconnu. Et tout le monde sait qu'on finance une partie de logement social et de l'économie sociale et solidaire et un peu de transition. Je ne suis pas sûr que si demain on vient pour dire on va l'orienter vers la défense, ça marche. Qui a un livret de la défense? Il l'avait déjà lancé, le président de la République, il y a quelques mois. Et c'est vous qui déciderez d'aller mettre l'argent que vous voulez sur ce livret. Alors, je ne suis pas sûr que... Ça marche ou pas, en fait? Dans ces cas-là, si on crée un nouveau produit, c'est le problème d'un point de vue de symbolique politique, vous créez un nouveau produit, au-delà même de l'aspect de l'efficacité économique, il y a un aspect symbolique de patriotisme. Vous contribuez à la défense de la France et vous y allez. Donc il y aura une communication, si jamais c'est cette solution qui est choisie, de communication du gouvernement. Et puis après, il faudra une communication des établissements bancaires pour vendre ce produit. Mais ça prend du temps, alors que le livret A, l'argent qui est déjà immédiatement disponible. Et donc, c'est efficace immédiatement. Alors, et puis, ça pose le problème politique. Ça veut dire qu'on abandonne certaines ambitions en matière de logement, où là aussi, il y a des manques. Donc, c'est compliqué à arbitrer politiquement. Effectivement, livret A, solution beaucoup plus facile à mettre en place. Pour compléter ce que vous disiez, je ne suis pas sûre que les Français qui placent de l'argent sur le livret A ont conscience que leur argent finance le logement social. Depuis une semaine, oui, parce vous le dites. On en parle beaucoup, mais voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait... Mais c'est pour eux,
pour les Français, et notamment les plus jeunes, c'est pour avoir de l'argent disponible. Immédiatement. Et c'est une poire pour la soif au cas où. Et dans l'incertitude politique, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, on a mis un petit peu plus de sous pour se dire, au moins, On a ça. si jamais. Michel Rumi, quel regard vous portez justement sur l'utilisation de l'épargne des Français pour la défense? Je sais que c'est une solution de court terme. Le grand problème, c'est on va financer 2026. Et après, en 2027, Mais en la même question temps, est là. Mais on est obligé de financer un minimum à court terme pour aussi pouvoir penser plus tard à plus long terme. Je suis entièrement d'accord. Mais la question qui va se poser, c'est que j'aimerais bien qu'on me dise, OK, en 2026, on va prendre le livret A. Que fait-on pour 27, 28, 29 et autres? La question est là, c'est que aujourd'hui, c'est pas tant de critiquer pour faire de la critique, il faut être une critique positive, c'est-à-dire, certes, on veut bien accepter les livrets A, mais comment l'État va financer, sachant qu'il y a d'autres impératifs. Il y a d'autres impératifs, et ça veut dire qu'en même temps, le livret A, imaginez que le livret A, tout le monde le retire, pour des raisons personnelles ou autres, ça pose un problème de financement. C'est cette autonomie financière de l'État qui pose problème. Donc, bien sûr, la grande difficulté aussi, ça pose la question de dire comment va-t-on faire pour la programmation militaire de moyen terme. Donc, ça va encore passer par l'endettement, ce qui me pose un problème parce qu'on parle de souveraineté et d'un côté, on n'a pas l'autonomie financière. Mais donc, c'est quoi la solution pour vous? À quoi il faudrait penser à moyen long terme? Du coup, puisque là, tout ce qu'on vient de dire, vous nous dites à chaque fois c'est très court terme. Je pense qu'il y a deux aspects, et c'est toujours la question que Daïk a mis en exergue, c'est-à-dire la temporalité. À court terme, on peut prendre des décisions qui ne font pas nécessairement consensus, mais qu'à côté, la décision, telle qu'elle soit faite du financement, doit se faire. Pourquoi ne peut-on pas envisager, par exemple, un partenariat avec les entreprises allemandes afin de ruisseler sur le processus qui est fait avec, je dirais, avec l'Allemagne? C'est ce qu'envisage l'Italie, de dire il y a un pays qui va dépenser, autant faire des partenariats pour en profiter. C'est une première des choses. Deuxième chose, on pourrait très bien imaginer un pool bancaire pour aider les PME avec la garantie de l'État. C'est autant, je ne dis pas que ce soit les meilleurs, je veux dire, il faut creuser toutes les orientations, mais ce qui m'intéresse, c'est une position à court terme, mais aussi accompagnée d'une stratégie à moyen terme. Comme c'est quand vous faites des choses, vous envisagez à court terme, mais aussi le moyen terme. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémence, justement? Alors, sur le pôle bancaire, ce qui rejoint un peu votre idée, c'est d'ailleurs le souhait d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui souhaite mobiliser les investisseurs privés en faisant valoir l'argument patriotique, mais aussi l'argument pécunier, en leur disant, voilà, si vous investissez dans les entreprises de la défense, vous aurez un retour sur investissement. Et on l'a vu, c'est vrai, ces dernières heures et ces derniers jours, les valeurs de la défense à la bourse ont beaucoup grimpé. Donc ça, c'est sur la table. Il s'agirait soit de renforcer un fonds existant de la BPI qui gère actuellement 300 millions d'euros, soit d'en créer un nouveau. Pareil, tout ça, c'est sur la table. On en saura plus le 20 mars quand Éric Lombard présentera son plan d'action. La BPI, la Banque publique d'investissement. Frédéric Souillot, sur ce qui vient d'être dit justement et sur cette question du court terme et du moyen-long terme. Alors, sur le court terme, moi, je suis d'accord avec le ministre de l'économie et des finances, BPI, Caisse des dépôts, puisqu'il y a aussi une partie de Choose, je ne sais plus quoi. Comment ça s'appelle? Choose France. Choose France. Ouais, Choose France. Le sommet qui avait été créé par Emmanuel Macron. Où il reste encore quelques centaines de millions qui pourraient être redirigés. Et la BPI, l'organisation que je représente l'avait demandé avant les élections présidentielles de 2007. On avait fait un livre blanc de l'industrie et on voulait l'appeler Banque publique de l'industrie. Elle s'appelle Banque publique de l'investissement, mais le soutien aux PME dans les branches, notamment aéronautique et défense, elle joue son rôle et c'est pour ça qu'elle est là. Donc ça, c'est une bonne idée. Quand vous parliez, pardon Michel Rumi, mais je ne vous ai pas interrompu, mais j'y pense maintenant, quand vous parliez tout à l'heure de faire des espèces de partenariats peut-être entre pays, ça signifiait par exemple, nous, en France, qui pouvons produire un certain nombre de choses sur la défense, de pouvoir vendre à des pays comme l'Allemagne? C'est ça que vous sous-entendiez? L'Allemagne s'est engagée à dépenser 500 milliards sur 10 ans, c'est-à-dire en gros 1 à 2% du PIB allemand. Et l'idée, c'est ça va être destiné aux entreprises allemandes. On pourrait très bien envisager un partenariat sur des secteurs bien précis avec des entreprises allemandes et pour avoir aussi un développement d'un savoir-faire ou un surplus d'activité pour justement investir, mais sans faire appel à l'épargne française au sens large, mais bénéficier aussi d'un effet d'entraînement de l'investissement allemand.
Est-ce qu'aujourd'hui, Daïk, politiquement, on peut assurer, que ce soit le gouvernement ou même des partis dans l'opposition, qu'on ne touchera pas au modèle social dans le contexte actuel et dans l'effort de défense qui est demandé? Parce qu'on a entendu François Bayrou et d'autres dire non, mais le modèle social n'est pas remis en cause. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment assurer, vu la complexité de ce qu'on vient de se dire pour trouver de l'argent? Oui. Parce que c'est quand même un consensus politique. Le modèle social va être... Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle par le modèle social, mais c'est les retraites, c'est les assurances chômage, c'est le RSA. Alors même si on a parlé de diminution à un moment ou de conditionnement de ceci, vous voyez bien qu'on n'est plus totalement dans ce cadre-là, avec l'absence de majorité politique. Après... j'ai envie de dire, tous les leviers doivent être actionnés en même temps. C'est une sorte de bon sens, ce qui permet d'ailleurs politiquement, et là je parle d'un point de vue politique, de faire passer les uns les autres. Si vous faites l'augmentation d'un impôt pour les plus riches, mais en même temps, vous faites des économies dans le fonctionnement de l'État, hein, pas dans les investissements, mais en même temps, vous en lancez un grand emprunt ou un nouveau livret, où vous fléchez le livret A, vous reniez un petit peu sur les dépenses en matière de logement social, mais vous dites qu'il y aura quand même par ailleurs des impositions pour les plus riches, que vous dites oui, il faut quand même travailler plus en France, mais il y a quand même des impositions, c'est-à-dire que ce ne sera pas non plus travailler beaucoup plus. Je pense qu'il faut actionner tout en même temps, politiquement pour que ça passe. Après, vous me direz, ça, ce n'est pas un point de vue de société. Ce n'est pas un choix de société. C'est toujours le en même temps qui est prolongé, et le en même temps, politiquement, ça ne fonctionne peut-être plus. Ou alors, ça peut fonctionner à nouveau si vous l'actionnez sous cet angle-là. C'est ça le débat politique, mais ce débat politique, il n'aura pas lieu maintenant. Il aura lieu pendant l'élection présidentielle. Donc pendant 2 ans, il faut quand même trouver des solutions pour financer ce réarmement sans toucher aux règles actuelles du social. J'ai vu Clémence faire un peu la moue. Est-ce que vous êtes peut-être pas tout à fait d'accord? Non, mais moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du modèle social français. On a un modèle social qui coûte cher, hein, on l'a dit, un tiers. Si, ça coûte cher, 33% du produit intérieur brut, et que on est dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. On a une dette qui explose, 113% du produit intérieur brut. C'est 3300 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près la moitié du bas de laine des Français dont je parlais tout à l'heure. Donc contexte budgétaire restreint. On emprunte en France à de plus en plus cher. On n'a pas du mal à emprunter sur les marchés financiers, mais ça nous coûte très cher d'emprunter sur les marchés financiers. Donc il y a un moment, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, même si évidemment il faudra sans doute actionner plusieurs leviers pour solutionner le problème. Frédéric Souillot, le mot de la fin. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Le en même temps, ça n'a pas marché. Parce que si la politique du ruissellement avait marché, on n'aurait pas 3 300 milliards de dettes aujourd'hui. Et la facture du quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, on la présenterait au plus grand nombre. Et pour le coup, il faut raison garder. Il n'y a pas d'économie de guerre. Économie de la défense, budget de la défense, soit, mais on ne doit pas toucher à la protection sociale. Pain, paix, liberté. Pain, paix, liberté pour Frédéric Souillot. Michel Roumy, vous vouliez réagir avant de terminer? Oui, non, brièvement, moi je pense que c'est... On essaye de faire quelque chose, de concilier deux appréhensions différentes. Quand on dit le modèle social, ça veut dire quel est le niveau de vie décent pour les moins qualifiés et pour les retraités, pour faire simple. Et quand on dit il faut financer, c'est une question financière. Donc il faut réconcilier le sociologique avec un niveau financier. Donc forcément, on ne rentre pas dans les mêmes champs. Donc la question, c'est tendre vers, mais avec peut-être des améliorations au niveau social, sans les oublier, mais aussi regarder comment le financer. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette discussion. On poursuit